RTL Matin, la face cachée de la Une. À 9h-20, la face cachée de la Une, c'est la naissance des stations de ski. Antoine, on remonte la pente, on remonte le temps. Vous nous écoutez peut-être depuis les Alpes ou les Pyrénées, vous avez peut-être la chance de réveillonner à la montagne. Eh bien, en pratiquant les sports d'hiver, vous êtes les dignes descendants d'aristocrates anglais, les premiers à profiter des blancs manteaux et autres patins à glace. Je l'apprends dans l'hebdomadaire Le Point de cette semaine. Tout commence à l'automne 1864 à Saint-Moritz en Suisse, dans un hôtel de luxe, le Kulm. Son patron, Johan Badrut, lance un pari un peu fou. Il promet à ses clients anglais que l'hiver va être ensoleillé, enneigé, éblouissant. S'il se trompe, si la saison n'est pas aussi enchanteuse, eh bien, il offrira le gîte et le couvert. Les British se laissent convaincre, quittent le brouillard londonien et sont donc de retour pour les fêtes dans les Alpes suisses. Ils découvrent un décor féerique de glace et de neige, conquis, poursuit Le Point. Les Anglais restent jusqu'au printemps. Saint-Moritz devient l'une des premières villégiatures de la saison hivernale. Alors il faudra tout de même du temps pour que la pratique se démocratise. Au début du XXe siècle, les touristes anglais pratiquent le curling, le patinage, les raquettes canadiennes, le bobsleigh ou encore le bandy, l'ancêtre du hockey. Vous l'avez compris, pas encore de ski, la discipline n'en est qu'à ses balbutiements. Ses inventeurs se cachent pour mettre au point la technique, tant ils ont peur du ridicule. Considéré comme le père du ski alpin moderne, l'Autrichien Matthias Zdarsky dévale les pentes à l'abri des regards pendant 2 ans, pour ne pas passer pour un fou. Le Suisse Christophe Iselin s'entraîne la nuit. Oui, d'autant que les locaux, les habitants des montagnes, regardent d'une drôle de façon tous ces bourgeois en quête de sensations. Eux pour qui l'hiver rime avec désespoir, des bêtes à nourrir dans les granges, rien dans le potager, eux qui savent la montagne hostile. Mais dans les années 20, le ski gagne en popularité et en France, les associations tentent de concilier autochtones et touristes. Elles promettent un désenclavement, des revenus attrayants. Les villages saisissent l'occasion, construisent des hébergements. La baronne de Rothschild s'installe à Megève. Des hôtels, le premier téléphérique sortent de terre, un essor de la montagne, stoppé net par la Seconde Guerre mondiale. Mais qui va vite reprendre du poil de la bête dès les années 50. Courchevel en est l'illustration la plus concrète. Dans la Tarentaise, on innove, on rapporte certaines pratiques des États-Unis, le damage, le tracé des pistes et leur entretien. Fini l'époque du « on monte les gens au sommet, débrouillez-vous pour descendre ». Avec le premier plan neige à partir de 1956, les stations poussent comme des champignons, écrit Le Point, avec des constructions audacieuses, les immeubles pyramidaux d'Avoria, les logements couchés dans la pente aux arcs, les paquebots de la Plagne. Ce sont les 30 Glorieuses, la fréquentation grimpe en flèche. Le ski devient un loisir de plus en plus accessible, même les bronzés s'y mettent. Alors forcément, avec le recul, aujourd'hui on se dit qu'on est peut-être allé un peu vite, qu'on a coulé un peu trop de béton dans ces montagnes sauvages. On se dit aussi que les promesses faites aux habitants peuvent parfois sonner creux quand on recrute des saisonniers ailleurs. Le Point termine par cette question-réponse. Tombe-t-on encore en pamoison devant le spectacle que la montagne nous offre ? Assurément, le romantisme n'est pas mort. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Le planter de bâton ne va pas du tout. Passionnante face cachée de la Une en ce vendredi matin. Face cachée signée Antoine Cavaillé-Roux.